Mais écoutez, encore une victoire de Sébastien Ogier. Total quand même, hein, ça devient fort, Et fort intéressant. encore un quadruplé Toyota aussi au Kenya. Donc Ouais. la Yaris, c'est une voiture increvable. Les pilotes sont bons en plus. Alors Katsuta s'est fait une frayeur, on l'avait dit la semaine dernière dans le Racing Café, parce que il l'a un peu tordu au shakedown. Mais à part ça, le fait est que il a trouvé sa limite à ce moment-là. Et voilà, la Yaris, c'est imbattable. Enfin, c'est impressionnant de voir la solidité, de voir la performance de cette voiture. Oui, parce par rapport aux autres. Ils font le top 4. Faut savoir que Sordo qui finit 5e est à 1,41 de Katsuta 4e. Hein. C'est pas des petits écarts qui ont été creusés là. Mais bon, messieurs, avant de saluer Toyota, moi je suis désolé, mais il y a quand même un pilote belge qui a fini 8e et qui s'est fait disqualifier. Ça reste le fait marquant. Il y a une ville qui a été disqualifiée pour reconnaissance illicite. C'est rare quand même. Et il est soutenu par Hyundai qui dit que c'est au nom de la sécurité de ses pilotes qu'elle autorise ça. Donc depuis quand font-ils ça? C'est ça. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Parce que qu'au Kenya on le fasse, parce qu'effectivement, c'est un terrain très éloigné de ce que les pilotes ont l'habitude de connaître en Europe, qu'il y a des pièges, ce genre de choses. Les spéciales sont vraiment différentes de ce qu'on connaît, certes, mais qu'est-ce que ça donne? Enfin, ça fait mal à Neuville de se dire qu'il fait peut-être des recos interdites ailleurs et il se prend quand même des toutounes. Donc, ça pique un peu. Ça pique un peu et ce que je ne comprends pas, c'est qu'à part disqualifier un équipage qui a été reconnu coupable de ça, qu'il n'y ait pas plus de sanctions. Ça, c'est vrai que c'est assez étonnant. Parce que finalement, oui, ok, mais il perd une 8e place, donc eux, c'est pas non plus... Un footballeur qui commet une faute, qui prend un carton rouge, il a 3 matchs de suspension. Pourquoi en rallye? Pourquoi la FIA? Pourquoi n'applique-t-elle pas des sanctions adaptées? Parce qu'ils s'en foutent du WRC. C'est ça, malheureusement. Où était Mohamed Ben Souhem ce week-end? Est-ce qu'on avait des informations? C'est assez... Non, mais c'est vrai que c'est vraiment la nouvelle comme ça. Parce que moi, comme tu dis, Fabien, ce qui me choque, c'est quand même le terme pratique habituelle. Mais donc, si tu dis que c'est une pratique habituelle, c'est que ils le font à chaque rallye. C'est quand même assez bizarre, ce genre de choses. À la limite, autorisons de nouveau les ouvreurs pour avoir des informations de dernière minute. Pas que sur les manches asphalte, pas qu'au Monte-Carlo. S'il y a un vrai risque encouru, pris par les équipages, autorisons-les à avoir de nouveau des ouvreurs. Ça fera du boulot à Simon Jean-Joseph et à des mecs bien. C'est surtout que tu prends... Excuse-moi, Vinny. Vas-y. Si tu prends le cas là où les mecs ils disent que c'est une pratique habituelle, donc là ça va, Toyota il roule sur tout le monde, mais imagine si là c'était un championnat très serré où le moindre point compte pour le titre constructeur, le titre pilote. Là t'as eux qui te disent que c'est une pratique habituelle, moi je suis l'écurie d'en face, je fais un appel. Ah, mais c'est clair. Comment vous pouvez autoriser ça alors qu'on se bat quand même pour le championnat, et c'est-à-dire que si les mecs ils sont au coude à coude avec nous, c'est parce qu'ils trichent. Donc c'est pas normal. Ouais, parce qu'effectivement, pour l'instant, au championnat, c'est un triplé Toyota. Et Sébastien Ogier est 3e à 1 point d'Elvin Evans en 2e position. En ayant pas fait toutes les manches. En ayant loupé 2 rallyes. Moi, c'est quand même assez... c'est un dingue. C'est fou. Parce que là, en plus, voilà, il vient au Kenya, c'est quand même un rallye qui est super compliqué. Et il s'impose. Il n'y a pas eu de... Mais ouais, il est facile, quoi. Je veux dire, il va sur en plus, c'est un rallye très cassant, il y a des pneus Pirelli, donc tu sens que le mec doit quand même arriver, il est pas en confiance, Sébastien Ogier. Je veux dire, il voit que c'est marqué Pirelli sur ses pneus, il se dit, mince, et puis il a encore réglé tout le monde, quoi. Mais en fait, ce qui est hyper frustrant, c'est de voir que avec les rallyes 1, il y a des écarts phénoménaux. On sent vraiment que voilà, les voitures n'ont pas été développées de la même manière. En tout cas, il y a eu le travail effectué sur ces voitures. Et je vois qu'en rallye 2, ça se tire la bourre. On a des rallyes qui se terminent souvent à des poignées de secondes les uns des autres. Voilà, quand est-ce qu'on va se décider à passer le rallye 2 comme catégorie de référence pour le rallye, pour redonner un petit peu de spectacle d'un point de vue sportif. Je ne dis pas que le rallye n'est pas une discipline spectaculaire, c'est certainement l'une des plus spectaculaires qui existent.
mais on manque de compétition. Et une fois de plus, comme le MotoGP, comme la Formule 1, on se fait un peu chier en rallye en ce moment. C'est rien de le dire. Et le problème, c'est qu'on se fait chier face à un championnat qui est très cher, donc tout le monde est perdant. Parce qu'il y a peu de constructeurs. Les constructeurs qui sont là, ils sont à l'agonie, il n'y a jamais de voiture en plus, jamais machin. On n'a plus les constructeurs qui louent des voitures à des particuliers, sauf Bertelli qui a l'argent pour faire des releases, mais sinon les autres, ils n'ont pas l'argent pour louer ces voitures-là. Et en plus, on a au final 2-3 voitures, enfin on a 2 ou 3 voitures selon les constructeurs, mais pas plus. Et en fait, on a un plateau qui est déjà hyper réduit, puisqu'au final, on se retrouve avec, c'est quoi, c'est 2 Ford, 3 Toyota et... Non, c'est 4 Toyota, il y a 3 en temps normal. Il y en a 3 qui sont nommés, une en plus, avec un team satellite. Ouais, c'est ça, mais bon, tu te retrouves avec il y a 9 rallyens. Et un mec comme Malcolm Wilson, qui vend des Fiesta Rallye 2 à la pelle, si le championnat du monde était un championnat du monde de Rallye 2, mais il serait nettement plus à l'aise. Il pourrait avoir plus de pilotes, on pourrait avoir... regardez, c'est simple. La référence, c'est lorsqu'on est passé du GT1 au GT3, ou qu'on est passé du GTE au GT3, ou qu'on est passé même au GT4. Downsizer, descendre, entre guillemets, la puissance d'une voiture, son aspect extérieur, ça ne réduit pas la compétition. La compétition resterait bonne. Et surtout, on irait moins vite, mais on se tirerait plus la bourre. Et tu vas moins vite, mais c'est en comparaison avec ces choses-là maintenant. Mais si tu prends une GT3 qui va faire par exemple les 24 heures de Spa ce week-end, elle n'a pas forcément à rougir des temps qu'il y avait il y a 10-15 ans. Enfin, mais non, ces catégories moins puissantes ont aussi gagné au fur et à mesure. Mais ici, moi, quand je vous écoute parler de ce qui se passe actuellement en WRC, j'ai la sensation, après vous me dites si je me trompe ou pas, mais moi j'ai l'impression de revoir ce qu'on avait en WTCC à une époque, où tu avais le WTCC qui avait une catégorie où globalement c'était les seuls à avoir ce règlement-là, notamment avec les Citroën à l'époque. C'était les seuls dans le monde à avoir ce règlement-là. Ils le faisaient avec 10, 12, 14 bagnoles quand les choses allaient bien. Et à côté de ça, tu avais tous les championnats de TCR qui faisaient des grilles remplies, tu en avais partout dans le monde. En fait, je voulais pas le citer, mais c'est exactement à ça que je voulais faire référence, effectivement. Que bon, ça s'est mal terminé, le TCR mondial, mais le TCR est pour moi ce qui a relancé l'intérêt d'un championnat de tourisme de façon régionale ou internationale. Et ce sont des voitures qui sont 150 chevaux moins puissantes que ne l'étaient les TC1. Une Rallye 2, c'est quoi? C'est 310 chevaux à peu près, contre entre 380 et 400 chevaux pour les Rallye 1. Sincèrement, je trouve que 280 chevaux. Quelqu'un ait le courage de dire voilà, on arrête le Rallye 1. C'était une belle mais mauvaise idée, encore plus sous cette ère hybride où tout le monde a l'air de s'en plaindre au final. Ça coûte une blinde. Et au final, on se concentre pas assez sur le sport, quoi. On a des problèmes de fiabilité, des mecs qui abandonnent sur casse de ceci, casse de cela. C'est trop des usines à gaz, quoi. C'est ça, et de toute façon, on voit bien dans tous les sports qu'au final, quand tu as trop de puissance, trop de vitesse, trop d'aéro, ça casse tout. Encore une fois, moi je reprends un exemple que tu connais, qui va te parler, Fab, mais j'en parle souvent, c'est le BTCC des années 90. C'était des voitures qui n'avaient pas d'aéro, qui avaient 280 chevaux, et ça se jouait à celui qui freinait le mieux et le plus tard et qui ressortait le mieux des virages. Pourquoi? Et ça se battait dans tous les sens, parce que la seule chose qui faisait vraiment le gros facteur différentiel à une ou deux voitures près, mais la plupart du temps, le facteur de différence, c'était le pilote. Et aujourd'hui, et même les F1 dans les années plus anciennes. Aujourd'hui, que ce soit en F1, en rallye, c'est différent parce qu'ils ne tirent pas la bourre, mais malgré tout, à ce côté où il n'y a pas assez de voitures, elles sont trop chères et tout ça. Et dans les catégories comme la F1, où tu as beaucoup trop d'appui, et maintenant même la moto, on en parlait tout à l'heure, tu as trop d'appui, trop de puissance, ça freine trop tard parce que les mecs peuvent freiner au panneau 50, et du coup, le pilote ne fait plus de... Enfin, quand tu freines, tout le monde freine à 50 mètres du panneau, la différence d'un bon freineur, ce sera 2 ou 3 mètres. Alors que tu le vois sur les vues aériennes. Hein. Bien sûr. Et quand tout le monde freine au panneau 100, ou même 120, et ben la différence, elle se fait sur 10-15 mètres. Et là, les bons freineurs et les mecs qui passent plus vite en virage, enfin même, tu vois à l'époque du MotoGP, puisqu'on en parlait tout à l'heure, mais
Je me rappelle très bien quand la grande période de domination de Rossi, les motos passaient de manière très précaire dans les virages. C'était vraiment une adhérence qui était limitée. Et c'était le seul à être capable de garder une vitesse énorme en faisant dans les longues courbes en gardant la trajectoire intérieure. C'était vraiment sa grosse force à l'époque. Tu le voyais, en fait, il était vraiment plus rapide que les autres en étant sur un angle plus fermé. Mais c'est des trucs qui donnaient un avantage. Aujourd'hui, c'est plus quelque chose qui serait de toute façon un facteur de différence, puisque en fait, les motos peuvent encaisser plus que ce que les pilotes peuvent encaisser eux-mêmes. Donc au final, tout le monde se regroupe sur des limitations qui ne sont pas celles du talent, mais plutôt celles de la physique. Et en F1, on en est un peu rendu là aussi. C'est un peu moins pire avec les voitures actuelles parce qu'elles freinent un peu plus loin, mais quand ils ont sorti les voitures avec les ailerons qui faisaient des parachutes aéro, et puis en 2017, tout le monde freinait au panneau 50. Et honnêtement, tout le monde freinait en même temps, à peu de choses près. Donc, à part Ricciardo qui, des fois, faisait des miracles, mais c'était quand même nettement moins que à l'époque des réglementations d'avant. Et moi, je suis désolé, je suis un peu nostalgique des F1 jusqu'à 2016. Elles n'étaient pas très jolies. Mais en vrai, il y avait vraiment une grosse différence sur les freinages, sur la façon dont elles prenaient les virages et tout ça, qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Un, parce que c'est des paquebots, et deux, parce qu'il y a trop d'aéro. Ouais, en tout cas, pour en revenir au WRC, il y a aussi surtout le fait que voilà, Toyota a rendu une meilleure copie que tous les autres. La caisse est, comme vous le disiez en intro du rallye, la caisse est solide. Je veux dire, mis à part le tonneau de Rovanperä, de Katsuta au shakedown, il n'y a aucune alerte autre des crevaisons ou en tout cas des choses que l'on peut s'attendre à avoir au rallye du Kenya. Les autres, il me semble que c'est une Fiesta qui a des problèmes moteurs après être passée dans un gué. Une Fiesta, une Puma, pardon, après être passée dans un gué. Encore une suspension cassée sur une Hyundai aussi. Enfin, ça commence à faire beaucoup. Et elles sont supposées être les voitures les plus robustes de tout le plateau de rallye. Voilà, en fait, c'est marrant comment d'une compétition qui a été compliquée, on en vient à faire le procès du rallye 1, mais je pense que c'est vraiment le problème du rallye actuel aussi. Je suis convaincu. Trop cher. Je voyais dans le chat, on nous demandait si ça coûtait encore si cher que ça après 2 années d'exploitation de ces voitures. Oui, je crois qu'une saison complète, on est proche du million d'euros pour ce genre de voiture. Ce qui est hallucinant pour du rallye. Pour du rallye, c'est un truc de malade. Ouais, c'est ça, c'est 1 million d'une rallye 1, là où une rallye 2, c'est plafonné à environ 200 000. Donc une structure dépensera 2 fois moins d'argent à prendre 2 rallye 2 qu'une rallye 1. C'est bien. Et un mec comme Michael Wilson ne se mettrait pas la tête sous l'eau à cause de ça. C'est ça, parce que là, en fait, au final, ils ont une voiture qu'ils ne sont pas capables d'exploiter parce qu'elle est trop chère. Alors qu'on sait qu'une structure comme M-Sport, même avec des moyens inférieurs à des constructeurs, elle est capable de rivaliser avec. Sauf que, au bout d'un moment, quand tu as aussi un tel budget d'exploitation, elles ne peuvent pas. Déjà, la mise au point de la Puma a dû sérieusement lui coûter très cher, même si Ford a un petit peu mis la main au porte-monnaie, mais qu'ils les ont aidés en soufflerie, que je crois qu'ils sont allés un petit peu bosser aux États-Unis et ce genre de choses, mais ça reste quand même une caisse qui n'a pas eu le même développement que Toyota a pu infliger, insuffler pour développer la Yaris. Et en plus, c'est le souci principal du manque de compétition finalement, parce que d'un côté, tu as M-Sport qui n'a pas pu développer autant parce qu'ils n'ont pas les moyens qu'à Toyota. Et t'as Hyundai qui est arrivé, les mecs, 3 minutes avant le rallye Monte-Carlo, ils disent « Ah oui, c'est bon, on va faire de WRC, vous en faites pas ». Et ils ont très très peu développé cette caisse, donc forcément c'était très compliqué. C'est bien déjà de les voir remonter la pente un peu comme ils le font, même si ça reste encore compliqué notamment au niveau des suspensions. Mais là, c'est quand même un... De toute façon, excuse-moi Mickaël. Vas-y, je t'en prie, continue. Non, mais je dis, en fait, c'est l'histoire qui se répète dans tous les sports mécaniques, c'est ça qui est un peu embêtant en fait, c'est que là on voit très bien le mur qu'ils sont en train de se prendre dans le WRC, mais personne ne... Et c'est exactement ça la réflexion, c'est que tous les sports mécaniques ont connu ça. Et tout le monde se laisse tomber. On a connu ça en MotoGP, on a connu ça en Formule 1, on a connu ça en motocross parce que je regarde beaucoup. Tous les sports mécaniques se sont cassés la gueule à un moment. Et en fait, ils se laissent sombrer jusqu'au bout, alors que ça fait 20 ou 30 ans que c'est des cycles qui arrivent, continuent. C'est ça, ce sont des cycles. Mais ils attendent d'être au fond du trou et d'être dans la merde. Ouais, après,
enfin là, ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, le parc de voitures de Rallye 2, il existe. Les équipes qui peuvent exploiter ces voitures existent. Ce serait pas compliqué. C'est sûr qu'il doit y avoir Toyota qui doit dire, attendez, les gars, moi j'ai mis 9 millions pour la faire rouler, cette voiture. Je ne vais pas la mettre au musée après 2 ans d'exploitation. Il faut aller au bout des contrats qui ont été signés et pour lesquels les constructeurs se sont engagés avec la FIA. Donc c'est un petit peu le problème. Mais ce serait dommage que, au même titre que le WTCR l'année dernière, par exemple, le WRC disparaisse parce que Hyundai dit écoutez, vous savez quoi, nous on en arrête. On a un projet en endurance qui nous excite beaucoup plus, avec un règlement qui est clair et qui nous permettrait peut-être d'aller jouer une nouvelle carte et nous redonner des motivations. Donc qu'est-ce qui devient le WRC si Hyundai s'arrête? Ouais, c'est encore un championnat que Toyota va porter sur la bout de bras. Exactement. Merci Toyota. Franchement, ouais, on peut les remercier. Hein. Dans 30 ans, ils vont dire bon les gars, on a tout sauvé, on s'est engagé en Formule E juste pour ça, donc à un moment donné, on est bien gentil. La prochaine crise de la F1, ils vont s'y engager juste pour sauver le championnat. Et après, ils vont faire des motos. Ça veut dire... Ils vont se faire une legacy dans le monde du sport auto qui sera imprenable, mais là, ça deviendrait compliqué. Au niveau du championnat, écoutez, Rowan Perra, champion du monde en titre, à 140 points. Elvin Evans, deuxième avec 99 points. Sébastien Ogier, troisième avec 98 points. Si on regarde juste pour rigoler, il y a donc globalement 42 points d'écart entre Rowan Perra et Ogier. Et sur les 2 rallyes que Ogier ne fait pas, Rowan Perra prend 45 points. Après, voilà, vous faites ce que vous voulez de cette information. Mais je trouve que c'est assez sympa. Il en reste encore 6 des rallyes. On ne sait pas exactement combien Sébastien Ogier en a prévu. Je pense que là, il est un peu loin de toute façon pour avoir envie de tenter de jouer le titre. Mais ça reste quand même une sacrée perf hein, sur les 6 rallyes qu'il fait, il en gagne 3. Mais au final, on tire aussi le même constat que celui du MotoGP ou de la F1, c'est qu'on se fait un peu chier au niveau suspense, quoi. Il n'y a pas de... Parce qu'au final, Ogier ne fera sûrement pas tous les rallyes. Et que ce soit Evans ou Neuville, ils sont pas des opposants vraiment valeureux à Rowan Perra sur le long terme. Donc au final, on sait très bien que, sauf gros coup dur, Rowan Perra, il va aller au bout, quoi. Et par gros coup dur, j'entends la possibilité qu'Ogier reste tout le long, mais malgré tout, il a 40 points de retard, donc il faudra les rattraper aussi, quoi. Ouais. Ce qui est embêtant, si vous voulez, c'est que Rowan Perra est en tête du championnat en faisant une saison. Alors, c'est pas une saison moyenne, mais si vous voulez, il a gagné le rallye du Portugal. Et bon, voilà, il fait deuxième au Monte-Carlo. Après, il fait 3 rallyes de suite sans monter sur le podium. C'est une saison où on en parlait pendant les premières épreuves de l'année. Il n'était pas au niveau qu'on avait pu voir l'an dernier, notamment, où il avait vraiment fait une très bonne saison. Voilà. Mais en fait, si on regarde, lui, il fait juste ses podiums ou 4e place, mais derrière, Evans, il fait 4, 5, 3e, abandon. Enfin, tu vois, ça se joue aussi sur ces points, entre guillemets, intermédiaires qui font que, du coup, ça paraît déjà insurmontable, alors que finalement, Rowan Perra n'a pas été dominateur depuis le début de l'année. C'est un peu ce qui est la différence par rapport à un Verstappen en F1 ou un Bagnaia en moto, qui sont quand même ultra dominateurs, ou en tout cas très souvent devant. Là, c'est vrai qu'on a un pilote qui est en tête du championnat sans faire de gros coups d'éclat, quoi. Mais ça reste évidemment aussi très, très bien. Et voilà, hein, lui il fait le boulot, encore une fois. On va pas critiquer Rowan Perra qui fait ce qu'on attend.